Information de dernière minute, le président français Emmanuel Macron débarque au Bénin et se prend un mur en direct. Son objectif est de féliciter le nouveau président Romuald Wadani et lui dire « On continue l'alliance qui était avec ancien président Patrice Talon. Attends, je t'explique tout. » Mais d'un président Romuald Wadani lui répond cash. Nous ne sommes plus avec la France. Ça, c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes avec l'AES. Notre priorité est de finir avec les menaces de la paix qui se trouvent au nord de notre pays, améliorer la vie des Béninois et développer tout le pays sans dictat extérieur. À votre avis, la France perd un allié ou l'Afrique gagne un leader? Je veux ton avis en commentaire. Abonne-toi pour la suite de l'histoire. Devant Dieu, les mâles des ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Kossim Bouéké Romuald Wadani, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Lundi matin, Cotonou se réveille sous une chaleur lourde, presque électrique. Dans les rues, les gens parlent à voix basse mais les yeux brillent. Dans les marchés, les téléphones circulent de main en main. Les résultats de l'élection présidentielle viennent de tomber officiellement et une seule question revient en boucle dans chaque quartier, chaque famille, chaque conversation. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que Romuald Wadani a vraiment gagné? Parce que oui, les chiffres sont là, irrévocables. Celui que beaucoup considéraient comme l'outsider, celui que les chancelleries occidentales n'avaient pas vraiment pris au sérieux, celui que les réseaux de la France-Afrique pensaient pouvoir ignorer ou contourner, vient de remporter la présidentielle avec une majorité qui ne laisse aucune place au doute. À Cotonou, dans les rues poussiéreuses du Nord, dans les villages frontaliers du Niger et du Burkina Faso, où la vie ressemble depuis des années à une survie permanente, des gens pleurent de joie. Pas parce qu'ils connaissent tous le programme de Wadani dans le détail, mais parce qu'ils sentent instinctivement, viscéralement, que quelque chose vient de changer, que le vent a tourné, que ce matin-là est différent des autres matins. À Paris, on digère, on analyse, on temporise. Les conseillères de l'Élysée passent la nuit sur les dossiers. Qui est-ce vraiment cet homme? Quels sont ses réseaux, ses financements, ses allégeances? Les rapports s'accumulent sur les bureaux. Et plus on lit, plus l'inquiétude grandit. Parce que Wadani, ceux qui le connaissent, le savent depuis longtemps. Ce n'est pas un homme de la France-Afrique. Ce n'est pas un homme qui a fait ses classes dans les grandes écoles françaises, qui a des comptes dans des banques parisiennes, qui doit des faveurs à des réseaux hérités de la colonisation. Non. Wadani, c'est une autre génération. Une génération qui a grandi avec Internet, avec les think tanks américains, avec une vision du monde qui ne passe plus forcément par Paris pour exister. Une génération qui a regardé ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger, et qui en a tiré des leçons que Paris préférerait qu'elle n'ait pas tirées. À Washington, en revanche, on sourit. Discrètement, mais on sourit. Dès le lendemain de sa victoire, les premières déclarations de Wadani tombent. Prudentes encore, calibrées, mais les mots sont choisis avec une précision chirurgicale qui ne trompe pas les observateurs aguerris. Il parle de souveraineté. Il parle d'intérêt national, il parle de nouveaux partenariats, adaptés aux défis réels de son pays. Il ne cite pas la France une seule fois, pas par hostilité affichée, par indifférence calculée. Et cette indifférence-là, pour Paris, est presque plus douloureuse que l'hostilité ouverte. Mardi, la machine diplomatique française se met en branle à une vitesse inhabituelle. Des appels téléphoniques sont passés à des heures inhabituelles. Des émissaires sont dépêchés discrètement, pas par les canaux officiels, par les canaux parallèles, ceux qui existent depuis des décennies, et qui permettent à Paris de prendre la température des nouveaux pouvoirs africains avant même leur investiture. On cherche à établir un contact, à tâter le terrain, à comprendre exactement à qui on a affaire et ce qu'il veut. Parce que la France a beaucoup à perdre au Bénin, beaucoup plus que ce que les grands médias veulent bien admettre. Le Bénin, c'est une position stratégique sur le golfe de Guinée. C'est une économie en pleine croissance, porté par un port de Cotonou qui draine les marchandises de toute l'Afrique de l'Ouest enclavée. C'est des intérêts économiques français implantés depuis des décennies. Dans les télécoms, dans l'énergie, dans la grande distribution. C'est aussi et surtout un pays qui jusqu'ici jouait le jeu. Patrice Talon, l'ancien président, était un homme d'affaires pragmatique. Un coton king devenu chef d'État, qui comprenait les règles tacites du jeu franco-africain et qui s'y conformait avec un cynisme tranquille. Avec lui, Paris savait à quoi s'en tenir. Avec Wadani, plus rien n'est certain.
Les émissaires français reviennent avec des informations troublantes. Le nouveau président n'est pas hostile. Il est pire que ça. Il est indifférent. Il ne cherche pas l'affrontement avec Paris. Il ne cherche pas à faire un coup d'éclat diplomatique pour la galerie. Il cherche simplement autre chose. Et cette autre chose a une adresse très précise qui fait froid dans le dos des diplomates français. Washington DC, avec un détour par les nouvelles alliances africaines, qui se construisent loin des radars de l'Élysée. Mercredi, au milieu de la semaine, les choses s'accélèrent. Des sources proches de la présidence béninoise font filtrer des informations dans la presse locale et régionale. Des négociations seraient en cours avec des partenaires américains. Des accords de coopération sécuritaire seraient sur la table. Le nord du Bénin, cette région frontalière du Niger et du Burkina Faso, ravagée depuis des années par les incursions des groupes armés djihadistes, serait au cœur des discussions. Et là, pour qui sait lire entre les lignes, tout s'éclaire d'un coup, parce que le nord du Bénin, c'est précisément là où la France avait promis d'aider et n'a pas suffi. C'est là où des villages ont brûlé pendant que les négociations diplomatiques traînaient en longueur. C'est là où des familles béninoises ont enterré leurs morts en attendant une aide internationale qui arrivait toujours trop tard, toujours trop timidement, toujours avec trop de conditions politiques attachées comme autant de fils invisibles. Ouadani a regardé ce qui s'est passé au Mali. Il a regardé le Niger. Il a regardé le Burkina Faso. Et il a tiré ses conclusions bien avant de prendre le pouvoir. La France, sur le dossier sécuritaire sahélien, a perdu la confiance. Pas seulement militairement, politiquement, humainement. La confiance profonde, celle qui se reconstruit difficilement, est brisée. Les États-Unis arrivent avec une proposition radicalement différente. Moins d'ingérence politique affichée. Plus de moyens concrets sur le terrain. Une coopération qui se présente comme purement technique, purement sécuritaire, sans le poids historique de la colonisation qui alourdit chaque geste français sur le continent africain depuis des décennies. C'est un calcul froid, lucide, mais c'est un calcul que Ouadani a fait les yeux grands ouverts. Un homme qui sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Jeudi soir, la décision est prise à l'Élysée. Emmanuel Macron va se déplacer en personne. Pas question d'envoyer un ministre, pas question de passer par des canaux intermédiaires qui permettraient de minimiser l'enjeu ou de sauver les apparences en cas d'échec. Le président français va aller lui-même à Cotonou, se présenter à la cérémonie d'investiture, serrer la main du nouveau président et signifier par sa présence physique que la France est là, que la France compte, que la France ne lâche pas l'Afrique de l'Ouest sans se battre. Dans les cercles diplomatiques parisiens, certains conseillers mettent en garde avec insistance. Le timing est risqué. Aller à Cotonou sans garantie préalable, sans filet de sécurité diplomatique, sans avoir au moins obtenu des signaux positifs en amont, c'est s'exposer à une humiliation publique d'une ampleur rare. Mais Macron tranche, il y va, parce que ne pas y aller serait encore pire. Ce serait admettre, avant même d'avoir essayé, que la France a déjà perdu. Ce serait donner raison à tous ceux qui disent depuis des mois que Paris est en train de perdre l'Afrique. La délégation se prépare dans la nuit. Les discours sont rédigés, relus, ajustés, peaufinés. On cherche les mots qui pourraient toucher Ouadani, la promesse d'un partenariat profondément rénové, d'une relation d'égal à égal enfin débarrassée des vieux réflexes paternalistes, d'une coopération tournée vers l'avenir et non plus enquistée dans les schémas hérités du passé colonial. Macron a préparé son argumentaire avec soin. Il est convaincu que face à face, homme à homme, dans l'intimité d'un tête-à-tête diplomatique, il peut faire la différence. Il n'a pas compris à qui il allait parler. Vendredi matin, l'Airbus présidentiel touche le tarmac de l'aéroport international de Cotonou en fin de matinée. Le soleil est déjà haut dans le ciel béninois, implacable. La délégation française descend la passerelle dans un protocole minutieusement orchestré. Macron apparaît en dernier. Costume sombre, regard déterminé, la démarche assurée de quelqu'un qui sait qu'il joue une partie importante, mais qui croit encore pouvoir la gagner. L'accueil est correct, protocolaire, glacial sous les apparences de la politesse. Pas d'accolade chaleureuse, pas de ces gestes spontanés qui signalent une vraie complicité entre chefs d'État qui se respectent et s'apprécient. Juste le minimum que la diplomatie impose. Une poignée de main ferme, quelques mots d'accueil convenus, les photographes qui crépitent pour l'histoire. Dans la voiture qui conduit les deux délégations vers le palais présidentiel, des témoins rapportent que l'atmosphère est pesante comme du plomb. Macron tente d'engager la conversation sur les dossiers économiques, sur les investissements français au Bénin, sur l'avenir de la coopération bilatérale. Ouadani répond, poliment, brièvement, sans enthousiasme,
sans cette chaleur humaine qui transforme une conversation officielle en vrai dialogue entre dirigeants. Ce n'est pas encore le mur, mais on sent déjà le béton, épais et froid, juste derrière le vernis de la courtoisie protocolaire. La réunion bilatérale se tient dans un salon du palais présidentiel. Porte fermée. Seuls les proches collaborateurs des deux présidents sont présents dans la pièce. Ce qui se dit dans cette salle, les témoins qui en sont sortis ne l'oublieront pas de sitôt. Macron déroule son argumentaire avec méthode. Il parle de l'histoire commune entre les deux pays. Longue, complexe, parfois douloureuse, mais réelle. Il parle des investissements français au Bénin, des entreprises, des milliers d'emplois générés, de l'aide au développement versée depuis des années. Il parle de la coopération sécuritaire dans le nord du pays, de l'aide concrète que la France peut et veut apporter contre les groupes armés qui déstabilisent la région. Il rappelle l'alliance tissée avec Patrice Talon, les résultats obtenus ensemble, la stabilité globalement préservée malgré les tensions régionales. Il dit, avec toute la conviction dont il est capable, que la France est prête à se réinventer dans sa relation avec l'Afrique, que les vieux schémas sont révolus, que cette fois, les choses seront vraiment différentes. Ouadani l'écoute jusqu'au bout, sans l'interrompre, sans montrer la moindre impatience, avec ce calme particulier des gens qui savent exactement ce qu'ils vont dire et qui n'ont pas besoin d'être agités pour être déterminés. Puis il répond. Et sa réponse tient en quelques phrases courtes, directes, dépourvues de toute ambiguïté, qui vont résonner dans toutes les capitales africaines dès le lendemain matin, comme une déclaration de guerre froide diplomatique. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre déplacement, mais je dois être honnête avec vous parce que c'est ainsi que je conçois les relations entre nations souveraines. Nous ne sommes plus avec la France. Ça, c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes avec les États-Unis. Le nord de notre pays saigne depuis trop longtemps. Nos populations vivent sous la menace permanente et nous avons choisi nos partenaires en fonction d'un seul critère, leur capacité réelle, prouvée, concrète, à nous aider à protéger nos citoyens sur notre propre territoire. Ce choix a été fait. Il est souverain. Il est irrévocable. Le silence qui suit dure plusieurs secondes interminables. Macron encaisse. Ses conseillers échangent des regards. Il essaie de relancer, de trouver une ouverture, un espace de négociation, une fissure dans laquelle glissait un argument de dernière chance. Mais Ouadani a fermé la porte avec une politesse absolue et une fermeté sans la moindre fissure. Il n'y a rien à négocier. La décision est prise depuis longtemps. La page est tournée. La réunion se termine nettement plus tôt que prévu. Les délégations se séparent avec les sourires de façade que la diplomatie impose. Mais tout le monde dans la pièce sait ce qui vient de se passer. La France vient de perdre le Bénin. Quelques heures plus tard, dans la grande salle où les dignitaires béninois et les représentants du corps diplomatique international sont rassemblés dans leurs plus beaux atours, Romuald Ouadani s'avance vers le pupitre central. La salle est comble, les caméras sont partout. Le peuple béninois, dans les rues, devant les écrans de télévision, collés aux postes de radio dans les villages les plus reculés, retient son souffle collectivement, parce que tout le monde a senti ce qui vient de se passer dans les couloirs du palais. Les nouvelles circulent de vite à Cotonou, plus vite que les communiqués officiels. On sait que le président français est venu. On sait qu'il repart les mains vides et le regard vide de cette assurance qu'il avait en arrivant. Et maintenant, on va entendre les mots officiels, ceux qui vont graver dans le marbre de l'histoire la direction que prend ce pays pour les années et les décennies à venir. Ouadani lève la main droite. Sa voix est posée, ferme. Il n'y a pas de tremblement, pas de solennité excessive qui sonnerait faux. Juste un homme qui parle à son peuple avec la gravité de celui qui comprend le poids de ce qu'il est en train de faire. Il jure de respecter la Constitution. Il jure de servir l'intérêt général. Il jure de préserver l'intégrité du territoire national. Il jure de se conduire en fidèle et loyal serviteur du peuple béninois. Et de lui seul. Chaque mot tombe dans la salle comme une pierre dans une eau immobile, créant des cercles qui s'élargissent et n'en finissent pas de s'élargir. Et puis, personne ne l'attendait à ce moment précis. Personne n'avait été briefé. Aucune fuite n'avait préparé l'opinion. Ouadani sort du script. Il regarde la salle. Il regarde les caméras. Il regarde quelque part au-delà des murs du palais, vers ce peuple qui l'écoute depuis les quatre coins du pays. Et il annonce que le Bénin rejoint l'Alliance des États du Sahel. Dans la salle, pendant une fraction de seconde, c'est le silence absolu. Le genre de silence qui précède le tonnerre. Puis, une partie de l'assistance se lève d'un bloc. Les applaudissements éclatent, nourris, longs, spontanés, incontrôlables.
Des femmes pleurent, les mains sur le visage. Des hommes se serrent dans les bras, comme si une guerre venait de se terminer. Des jeunes lèvent les poings en l'air, avec cette énergie brute et pure de ceux qui sentent que leur génération vient enfin d'être entendue. Parce que pour beaucoup de Béninois, ce moment, ils l'attendaient. Pas forcément l'AES spécifiquement, mais ce geste. Ce geste qui dit sans ambiguïté possible. Nous décidons nous-mêmes. Nous choisissons nous-mêmes. Nous ne demandons plus la permission à personne. Du côté du corps diplomatique occidental, c'est la sidération totale. Les ambassadeurs européens échangent des regards incrédules. Les téléphones sortent discrètement sous les tables dans un mouvement presque synchronisé. Les messages partent en urgence cryptés vers les capitales. Paris, Bruxelles, Berlin, Washington, tout le monde reçoit la nouvelle en même temps. Et tout le monde comprend en même temps que la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest vient de changer de couleur sous leurs yeux. En direct, sans qu'ils puissent rien y faire. Comprenez ce que ça veut dire dans toute son ampleur. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, c'est le bloc formé par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces trois pays qui ont claqué la porte à la France avec une brutalité qui a choqué les capitales occidentales, qui ont expulsé les ambassadeurs, renvoyé les soldats français, fermé leurs espaces aériens aux avions militaires tricolores, qui ont dit non à la France-Afrique et ont commencé de construire leur propre architecture de souveraineté, imparfaite, fragile encore, mais réelle. Un bloc que Paris considérait depuis 2 ans comme une anomalie de l'histoire. Une turbulence passagère provoquée par des régimes militaires illégitimes, qui finiraient par tomber ou par revenir à la raison. Ça ne s'est pas calmé, ça ne s'est pas effondré. Et ce soir, sous les yeux du monde, ça vient de s'agrandir d'un pays qui n'a pas connu de coup d'État. D'un pays qui arrive à ce choix par les urnes, par la démocratie, par un président élu conformément aux lois de sa République. Et c'est précisément ça qui est en train de faire exploser tous les cadres d'analyse dans les capitales occidentales. Parce que le Bénin change tout le récit que Paris construisait patiemment depuis 2 ans. Le récit commode qui disait « l'AES, ce sont des putschistes, des irréguliers, des régimes illégitimes qui n'ont pas le soutien de leur peuple et qui utilisent l'anti-France comme un cache-misère pour masquer leur incapacité à gouverner. » Ce récit-là vient de s'effondrer ce soir à Cotonou comme un château de cartes sous une bourrasque. Parce que Ouadagni n'est pas un putschiste, c'est un président démocratiquement élu, investi solennellement, qui a prêté serment devant Dieu, devant les ancêtres, devant sa nation. Et cet homme-là vient de choisir le même camp que le Mali, le Burkina et le Niger.